Le bruit de mon corps heurtant le sol au dîner de Noël n'était pas le pire. C'était le silence qui a suivi. 23 membres de la famille, et pas une seule personne ne m'a aidé à me relever. Pas même ma mère. Je m'appelle Sophie Chevalier. J'ai 29 ans. Et jusqu'à cette nuit de décembre, je pensais savoir à quoi ressemblait le fond du trou. Il s'avère que le fond du trou a un sous-sol, et il sent le parfum de mon beau-père mélangé à des aiguilles de pin et à la trahison. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Merci. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la veille de Noël, au rassemblement annuel des Chevaliers Morins. Vous savez, le genre de soirée avec des pulls assortis que personne ne veut vraiment porter, assez de nourriture pour nourrir une petite armée, et des drames familiaux qui mijotent juste sous la surface comme une sauce mal assaisonnée. François était mon beau-père depuis 10 ans, mais ce soir-là, il était dans une forme rare. Il buvait son 20 millésimé spécial, depuis midi, dont je savais pertinemment qu'il s'agissait simplement du meilleur de chez Nicolas versé dans une carafe chic. Il n'arrêtait pas de faire des petites remarques toute la soirée, sur le fait que j'occupais un bien immobilier de premier choix, à table, sur la façon dont certaines personnes méritent leur place tandis que d'autres en héritent simplement. Ma cousine Juliette n'arrêtait pas de me lancer des regards qui disaient « Quel est son problème ce soir ?» Puis, à exactement 19h47 je m'en souviens parce que je fixais l'horloge de parquet pour éviter le contact visuel, tout a changé. La porte s'est ouverte en grand avec cet éclat dramatique que seule Béatrice pouvait maîtriser. Ma demi-sœur arrivait avec 2 heures de retard, des sacs de créateurs à la main bien qu'elle ait déclaré faillite le mois dernier. Le visage entier de François s'est illuminé comme si elle était le Messie. Ce qui s'est passé ensuite se déroule encore au ralenti dans mon esprit. François s'est levé, s'est dirigé vers l'endroit où j'étais assise, le même siège que j'avais occupé pendant 29 ans, celui que mon défunt père appelait le trône de Sophie, et a annoncé à tout le monde que sa vraie fille avait besoin d'une place convenable à table. Comme je ne bougeais pas assez vite, il a attrapé ma chaise alors que j'étais encore dessus et a tiré d'un coup sec. J'ai essayé de me lever, je me suis emmêlé dans la nappe et je suis tombé lourdement. Ma hanche a heurté le parquet. Ma robe s'est déchirée et la sauce aux érelles a volé. Mais le pire, le silence. 23 personnes, y compris ma propre mère, sont restées assises là comme si elles assistaient à une pièce de théâtre-dîner. Ma grand-mère a eu un petit hoquet de surprise, le genre qu'elle réserve habituellement à quelqu'un qui utilise la mauvaise fourchette. Oncle Théo, que Dieu bénisse son cœur de mauvais goût, avait sorti son téléphone et enregistrait tout, pensant probablement que ce serait drôle pour sa page Facebook. Le visage de ma mère avait cette expression figée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans, celle qui disait qu'elle ne voyait rien, n'entendait rien et ne dirait rien. Alors que je me relevais, la sauce aux érelles tachant la robe vintage de ma grand-mère, j'ai entendu François marmonner quelque chose sur le fait que je devrais être reconnaissante d'avoir même été invitée. C'est là que je l'ai remarqué. Son téléphone professionnel, déverrouillé et face vers le haut sur le comptoir de la cuisine. Dans mon monde de la conformité d'entreprise, nous appelons cela une opportunité. Je suis parti cette nuit-là avec ma dignité en morceaux, mais avec autre chose d'intact, le vieil ordinateur portable de mon père caché dans ma voiture et des photos de chaque message sur le téléphone de François. Il pensait avoir bousculé une personne insignifiante. Il était sur le point d'apprendre que parfois, la personne insignifiante c'est tout. Pour comprendre pourquoi cette bousculade signifiait tout, vous devez savoir à quoi ressemblaient les 10 années précédentes. François Morin est entré dans nos vies comme un chevalier servant dans son armure étincelante. Si les armures venaient de chez Devred et si les chevaliers conduisaient des BMW en leasing qu'ils ne pouvaient pas tout à fait se permettre. Ma mère était veuve depuis 2 ans quand François est apparu au groupe de veuves et veufs de notre paroisse. Avec le recul, sa présence là-bas était comme celle d'un loup participant à un groupe de soutien pour moutons. Il a jeté son dévolu sur ma mère plus vite que Béatrice ne fait flamber ses cartes de crédit. Le favoritisme a commencé modestement. Béatrice a eu une voiture pour son 18e anniversaire, une Honda toute neuve. Quand j'ai eu 18 ans, François m'a offert un abonnement de bus et un sermon sur l'autosuffisance. J'ai même ri à l'époque, pensant qu'il voulait me forger le caractère. C'est moi qui étais le dindon de la farce. C'est à l'université que les choses sont devenues intéressantes. Mon père avait créé des fonds pour mes études avant de mourir. J'avais vu les relever quand j'étais plus jeune, mais quand j'ai voulu y accéder, ils étaient mystérieusement épuisés. La volatilité du marché, a expliqué François, tout en trouvant d'une manière ou d'une autre 55 000 € pour le diplôme d'art de Béatrice dans une université privée.
Elle a abandonné en 3e année pour devenir une influenceuse. Son compte Instagram a 247 abonnés, dont la moitié sont des bots. Ma mère s'est aussi transformée pendant ces années. Elle est passée de la femme qui organisait des galas de charité et inspirait le respect à l'écho personnel de François. Ce que François pense être le mieux est devenu son leitmotiv, comme si elle était une poupée à ficelle programmée avec 5 réponses. Le véritable coup de poignard, l'entreprise familiale que mon père avait bâtie à partir de rien, une petite mais rentable société de logistique, était maintenant sous le contrôle de François. Il avait convaincu ma mère de le nommer PDG alors qu'elle était encore en deuil. Je l'ai regardé parader dans le bureau de mon père, utilisant ses clubs de golf, assis dans son fauteuil comme s'il avait mérité quoi que ce soit. Mais voici ce que François ne savait pas, j'avais observé plus qu'il ne le pensait. 3 ans après leur mariage, j'avais trouvé des anomalies dans les livres de compte de l'entreprise lors d'un dîner de famille où il avait laissé son ordinateur portable ouvert. 5 ans plus tard, j'ai remarqué des transferts de propriété qui n'avaient aucun sens. 7 ans plus tard, j'ai commencé à garder des copies de tout. À la Toussaint l'année dernière, ma grand-mère m'a prise à part dans la cuisine. Elle a pressé quelque chose dans ma main, une clé USB. Le vieil ordinateur portable de ton père, a-t-elle murmuré. Celui du garage. Ne laisse pas François savoir que tu l'as. Il y a des choses dessus, des choses qu'il aurait dû te dire avant de mourir. Puis elle est retournée arroser la dinde comme si elle ne venait pas de me remettre une bombe potentielle. François est devenu plus audacieux à mesure que Béatrice échouait à un emploi après l'autre. D'abord, elle allait être styliste de mode, puis organisatrice de fêtes, puis coach de vie, ce qui était un comble considérant qu'elle ne pouvait pas gérer sa propre vie. Chaque échec coûtait des milliers d'euros. Et devinez d'où venait cet argent? De l'entreprise que mon père avait bâtie. Le schéma était si clair qu'on pouvait régler sa montre dessus. Béatrice échouait. François fulminait contre les milléniaux ingrats, puis trouvait d'une manière ou d'une autre de l'argent pour financer son prochain désastre. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine dans la conformité d'entreprise, je suivais des cours du soir pour mon diplôme d'expert comptable, et j'entendais encore dire que Béatrice était l'avenir de la famille. Le soir de Noël, j'étais assise dans mon appartement avec de la glace sur la hanche et le feu au cœur. Le champagne que j'avais apporté pour le toast familial reposait, non ouvert, sur mon comptoir. Il s'avère que l'humiliation se marie mieux avec le café et la rage. J'ai sorti le vieil ordinateur portable de mon père, celui que j'avais caché dans mon placard pendant 1 an, trop effrayé pour l'ouvrir, trop effrayé par ce que je pourrais y trouver ou non. La clé USB que ma grand-mère m'avait donnée me semblait lourde dans ma main. Ce soir semblait être le bon moment pour enfin regarder. Le mot de passe était ma date de naissance. Mon père était brillant mais terrible avec les mots de passe. Ce qui s'est affiché a fait trembler mes mains. Des archives de mai remontant à 15 ans. Des dossiers intitulés « Assurance »,« Testament pour Sophie » et un qui m'a retourné l'estomac « Si quelque chose arrive ». La première découverte m'a fait l'effet d'une douche froide. Le testament de mon père, le vrai, avait des protections spécifiques que je n'avais jamais vues. L'entreprise familiale devait être détenue en fiducie jusqu'à mes 30 ans, avec des distributions obligatoires à partir de 25 ans. La maison n'aurait jamais dû être mise au nom de François. Il y avait des garanties, des dispositions, des clauses qui protégeaient tout. Alors, où était ce testament lors de l'homologation? J'ai attrapé les photos du téléphone de François prises plus tôt. Dieu merci pour son narcissisme qui exigeait une séance photo de 15 minutes avec le jambon. Ces messages textes racontaient une histoire mieux que n'importe quelle série Netflix. Béatrice devait de l'argent à des gens avec des noms comme Gros Tony et Mike de Marseille. Les chiffres m'ont fait monter les larmes aux yeux, 185 000 euros, peut-être plus. François jonglait avec les créanciers comme un artiste de cirque. Puis j'ai trouvé le filon principal, des messages entre François et un certain Charles sur la restructuration des actifs de l'entreprise, le déplacement des stocks à l'étranger, la création de sociétés écrans et l'utilisation de l'entreprise familiale comme garantie pour des prêts qui finançaient le style de vie de Béatrice. Dans mon domaine, nous avons un mot pour ça, fraude. Mon téléphone a vibré. Le groupe WhatsApp de la famille était en effervescence. La vidéo de ma chute par oncle Théo avait été publiée avec des émojis qui pleurent de rire, mais les réactions n'étaient pas celles qu'il attendait. Ma cousine Juliette a écrit « Théo, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Tante Marthe a ajouté « C'est dégoûtant ». Mon téléphone a sonné. C'était Juliette.
Elle m'a dit quelque chose qui a tout éclairci. Elle faisait du travail de parajuriste pour un cabinet spécialisé dans les saisies immobilières, et elle avait vu la maison de notre mère sur une liste préliminaire. François avait contracté 3 hypothèques sans en informer personne. La maison que mon père avait construite de ses propres mains était sur le point d'être perdue pour payer la boutique ratée de Béatrice, son food truck raté, son tout raté. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Chaque email que j'ai écrit était programmé pour être envoyé à 3 heures du matin aux partenaires commerciaux de François, à la ligne de dénonciation de la DGFiP, au bureau du procureur de la République, aux créanciers de Béatrice avec les vrais états financiers de François en pièces jointes, et à ma mère avec le vrai testament. Chaque email était parfait, professionnel et dévastateur. 10 ans de formation en conformité allaient porter leurs fruits d'une manière que mon entreprise n'aurait jamais imaginée. J'ai inclus la vidéo d'oncle Théo dans plusieurs d'entre eux. Qu'il voit exactement qui était vraiment François Morin. Je me suis réveillé à 5h58 du matin le jour de Noël, 2 minutes avant mon réveil. J'ai fait du café, je me suis assise dans le vieux fauteuil de lecture de mon père et j'ai attendu. À exactement 6h23, le monde de François a commencé à exploser. Le premier appel venait de Charles, son partenaire commercial. Je pouvais entendre le téléphone de François sonner depuis mon appartement. Il habitait 3 étages au-dessus dans le même immeuble, une autre chose qu'il avait manipulé ma mère pour qu'elle paie. Puis une autre sonnerie, puis une autre. À 6h45, les appels étaient continus. J'ai ouvert le groupe WhatsApp de la famille pour assister au spectacle. François avait tapé « Sophie, qu'as-tu fait ?» en majuscule à 6h31. À 6h32, il a essayé de le supprimer, mais 17 personnes l'avaient déjà capturé en écran. Oncle Théo ne trouvait soudainement plus rien de drôle. Sa vidéo était devenue virale sur TikTok pendant la nuit et avait 50 000 vues. Petite pause ici, les amis. Si vous appréciez ce spécial Noël karmique, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et me laisser un commentaire. Racontez-moi votre pire histoire de dîner de famille. Votre soutien m'aide à partager ces histoires, et honnêtement, cela signifie plus que vous ne l'imaginez. Retour au chaos. Les partenaires de François furent les premiers dominos, Charles, Frédéric, Richard, André, Hugo et Dominique. Chacun a reçu une documentation détaillée de la comptabilité créative de François. Le tuyau à la DGFiP incluait 5 ans d'anomalies que j'avais documentées et présentées sur un plateau d'argent. Les créanciers de Béatrice ont eu le vrai trésor, les actifs réels de François, ses comptes cachés et la preuve qu'il avait menti sur ses finances pendant que sa fille sautait paiement après paiement. Gros Tony, il s'avère, n'apprécie pas d'être pris pour un imbécile. L'email de ma mère était différent. J'y ai inclus le testament original, le vrai, ainsi que la documentation de chaque transfert de propriété, de chaque retrait de fonds, de chaque chose que François avait volée pendant qu'elle était en deuil. J'ai terminé par une simple question, le savais-tu, ou as-tu choisi de ne pas savoir? À 7 heures du matin, François était à ma porte non pas en train de marteler, ni d'exiger, mais en gémissant. À travers le Judas, je pouvais le voir dans son pyjama de Noël, un téléphone dans chaque main, les deux sonnant sans arrêt. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans en 30 minutes. Puis la voix de Béatrice a résonné dans le couloir. Elle hurlait que ses cartes de crédit étaient refusées chez Starbucks. Le matin de Noël, elle était allée chez Starbucks. L'arrogance était presque impressionnante. Elle exigeait que François règle le problème immédiatement, menaçant de tout raconter sur son activité secondaire, s'il ne le faisait pas. Même moi, je n'étais pas au courant d'une activité secondaire. Cela devenait meilleur que prévu. Ma mère est arrivée à 7h30, toujours en chemise de nuit avec un manteau jeté par-dessus. L'expression sur son visage n'était ni de la colère ni de la tristesse. C'était un réveil, comme si elle avait été somnambule pendant une décennie et avait enfin ouvert les yeux. Le téléphone de François affichait 47 appels manqués à 8 heures. Je le sais parce qu'il n'arrêtait pas de hurler le chiffre comme si cela signifiait quelque chose. Avocats, créanciers, partenaires, enquêteurs, même l'école d'art de Béatrice qui appelait au sujet de demandes de prêts frauduleuses. Chaque sonnerie était un clou dans le cercueil qu'il s'était lui-même construit. La conversation de famille était passée de la confusion aux commentaires. La cousine Juliette a posté « Le karma fait des heures supplémentaires ce Noël ». Grand-mère a simplement écrit « Enfin ». Ma mère n'avait pas dit un mot en ligne, mais elle lisait chaque message, voyait chaque preuve que j'avais partagée. À 9h, 3 camionnettes de chaînes d'information étaient devant notre immeuble.
Il s'avère que la vidéo d'oncle Théo n'était pas seulement devenue virale sur TikTok. Quelqu'un l'avait tagué, beau-père maléfique se fait dénoncer, et c'était en tendance. François me poussant au dîner passait en boucle sur les réseaux sociaux, chaque partage ajoutant une nouvelle fissure à sa réputation. 3 jours après Noël, juste au moment où je pensais que François était hors de combat, il a sorti ce que j'appelle la manœuvre de la victime inversée, un geste si audacieux que je l'ai presque admiré. Presque. J'étais assise dans mon appartement, passant en revue la pile croissante de documents juridiques, quand on a sonné à ma porte à 7 heures du matin. Pas les coups désespérés de François cette fois. C'était professionnel. L'homme à ma porte ressemblait à un avocat tout droit sorti d'un casting, cheveux argentés, costume cher et un sourire qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Il s'appelait Richard Steiner et il m'a remis des papiers avec le genre de grandiloquence habituellement réservé aux magiciens sortant des lapins de leur chapeau. Sauf que ce lapin avait des dents. François me poursuivait pour 1,8 million d'euros pour espionnage industriel, diffamation et quelque chose appelé infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Ce dernier point m'a fait éclater de rire, ce qui n'était probablement pas la réaction à laquelle Richard s'attendait. Il s'est avéré que François avait demandé une faveur à son copain de golf, vous savez, celui qui trichait toujours au 9e trou. Richard Steiner n'était pas n'importe quel avocat. C'était le type qui avait fait acquitter 3 PDG pour des vices de procédure. Ses honoraires de provision coûtaient à eux seuls plus que ce que François possédait, mais apparemment il travaillait au résultat, pariant sur un gros gain. La contre-attaque était en fait intelligente. François affirmait que j'avais utilisé ma position dans la conformité d'entreprise pour voler des secrets commerciaux, que j'avais violé des accords de confidentialité et que ma poursuite malveillante lui avait coûté des millions en pertes commerciales. Il avait même trouvé 2 de mes anciens collègues, Karine et Marc, tous 2 licenciés pour fraude aux notes de frais, qui étaient prêts à jurer que je m'étais vanté de vouloir faire tomber mon beau-père. Mais le vrai choc est venu à midi. Béatrice s'est présentée à ma porte avec une équipe de tournage pas les médias. Elle avait engagé un réalisateur de documentaire, un type nommé Cédric avec une chaîne YouTube, pour filmer son histoire de victimisation par une demi-sœur jalouse. Elle se tenait dans mon couloir, faisant semblant de pleurer sur la façon dont j'avais toujours envié son succès, comment j'avais fabriqué des preuves, comment j'étais la vraie méchante. Le récit se propageait. François avait engagé une agence de relations publiques. Bon, en fait, c'était juste un type nommé Didier qui dirigeait un service de gestion de réputation depuis le sous-sol de sa mère, mais il était étonnamment efficace. Le hashtag Accusator a commencé à être en tendance. Ils avaient monté la vidéo d'oncle Théo pour faire croire que je m'étais jeté par terre. Internet, il s'avère, adore les théories du complot. Au 4e jour, je recevais des menaces de mort d'inconnus qui avaient décidé que j'étais une belle-fille maléfique essayant de détruire un père de famille travailleur. Mon entreprise m'a mise en congé administratif en attendant une enquête. Ma voisine a lancé la rumeur que j'étais mentalement instable. Même certains membres de la famille ont commencé à douter. Peut-être que François n'avait pas tort. Peut-être que j'étais allé trop loin. Le pire moment est venu quand ma mère a appelé, le doute s'insinuant dans sa voix. Sophie, a-t-elle dit doucement, l'avocat de François m'a montré des documents. Ils ont l'air vrais. As-tu fabriqué des preuves? Le fait qu'elle puisse même poser cette question après tout ce qui s'était passé m'a donné l'impression d'être à nouveau poussé. François est passé à la télévision locale du matin, le genre d'émission qui couvre habituellement les chiens perdus et les ventes de gâteaux. Il portait son plus beau costume et ce que j'appelle son expression de « cerf blessé ». Il a parlé de m'avoir élevé comme sa propre fille, de la douleur d'être trahi, de vouloir simplement que notre famille soit de nouveau réunie. L'animatrice, qui n'avait clairement jamais vérifié une seule information de sa vie, hochait la tête avec sympathie. Pendant ce temps, Richard Steiner était bon. Très bon. Il avait trouvé un vice de procédure dans la façon dont j'avais accédé au téléphone de François. Apparemment, regarder un téléphone déverrouillé pouvait être considéré comme un accès non autorisé à des appareils électroniques. Il avait transformé ma documentation en preuve d'une vendetta obsessionnelle. Il avait même suggéré que j'avais manipulé ma grand-mère âgée pour qu'elle participe à mon complot. L'audience était fixée au 30 décembre. Le juge, Henri Fournier, était connu pour favoriser les renversements de situations spectaculaires. L'équipe de François avait l'élan, la sympathie des médias et un récit qui commençait à tenir la route. Cette nuit-là, je me suis assise avec l'ordinateur portable de mon père, me demandant si j'avais joué mes cartes trop tôt,
si François était sur le point de renverser complètement la situation. Le 29 décembre, la veille de l'audience, tout a de nouveau changé. Mais cette fois, le contre-récit soigneusement construit par François s'est effondré comme un château de cartes dans un ouragan. Tout a commencé avec Didier, l'expert en gestion de réputation. Il s'avère que diriger une campagne de relations publiques depuis le sous-sol de sa mère a ses limites, spécifiquement, sa mère. La mère de Didier, Barbara, a reconnu François de son club de lecture. Pas son club de lecture actuel, celui d'il y a 15 ans à Nice, où François s'était fait appeler François Morin-Leclerc, et avait escroqué 6 veuves de leurs économies avant de disparaître. Barbara n'a pas seulement appelé la police, elle a appelé tout son réseau de clubs de lecture à travers 3 régions. À midi, 14 femmes différentes s'étaient manifestées avec des histoires sur François. Noms différents, même arnaque. L'image de l'homme de famille blessé s'est évaporée plus vite que la carrière de mannequin de Béatrice. Puis Karine et Marc, mes anciens collègues qui avaient accepté de témoigner contre moi, ont eu une soudaine crise de conscience, provoquée par l'arrivée de la police judiciaire à leur porte. Il s'avère que mentir dans une enquête criminelle est toujours illégal, même si un avocat chic vous le demande. Ils ont retourné leur veste plus vite que des crêpes dans une crêperie, admettant que François leur avait payé 4 500 € chacun pour mentir. Mais la vraie bombe est venue d'une source inattendue, la parajuriste de Richard Steiner, une femme discrète nommée Dorothée qui avait pris des notes à chaque réunion. Elle avait tout enregistré légalement, puisque la loi française autorise l'enregistrement si l'on participe à la conversation. François, ne le sachant pas, avait été extrêmement franc sur la fabrication de preuves, la subornation de témoins et ses plans pour fuir au Maroc une fois qu'il aurait obtenu l'argent du règlement. Dorothée n'a pas seulement démissionné. Elle a marché jusqu'au bureau du procureur avec 6 heures d'enregistrement, des transcriptions codées par couleur et ce qu'elle appelait son « dossier de conscience », chaque sale coup que Richard et François avaient prévu. Il s'est avéré que la fille de Dorothée avait aussi été escroquée par un beau-père. Elle attendait exactement ce moment. Le réalisateur de documentaire, Cédric, qui avait suivi Béatrice partout, est accidentellement devenu le héros dont nous ne savions pas que nous avions besoin. Il avait diffusé en direct une grande partie de ces images, pensant que cela créerait le buzz. Ce que cela a réellement fait, c'est capturer Béatrice admettant devant la caméra qu'elle savait que son père était coupable, mais on s'en fiche, on a besoin de l'argent. Elle a également mentionné à nouveau l'activité secondaire. Apparemment, François vendait des produits de luxe contrefaits en ligne, utilisant l'entrepôt de l'entreprise pour le stockage. Le soir, François était de nouveau à ma porte, pas avec des avocats ou des caméras, mais seul, désespéré et encore plus pathétique qu'avant. Il a même essayé de jouer la carte de la famille. Nous pouvons régler ça entre nous. Nous sommes une famille. J'ai enregistré toute la conversation sur mon téléphone, y compris la partie où il m'a offert 45 000 € pour tout laisser tomber, puis 90 000 €, et enfin, tout ce que tu veux, dis simplement ton prix. Ma mère est arrivée alors que François suppliait encore. Elle avait passé la journée avec grand-mère, à regarder de vieilles photos, de vieux documents et, apparemment, de vieux enregistrements. Il s'est avéré que mon père avait soupçonné François d'être un escroc avant de mourir. Il avait engagé un détective privé et rassemblé des preuves, mais le cancer l'a emporté avant qu'il ne puisse agir. Mère avait tout trouvé dans un coffre-fort au Crédit Agricole dont elle avait oublié l'existence. Le deuil fait des choses étranges à la mémoire. L'expression sur le visage de François quand mère a joué l'enregistrement de lui se vantant à quelqu'un d'avoir décroché le « jackpot de la veuve éplorée » valait presque tout. Presque. Cette nuit-là, après que François se fut éclipsé furtivement et que mère fut rentrée chez elle pour digérer tout cela, je me suis assise seul avec l'ordinateur portable de mon père. Il y avait un dossier que j'avais évité, intitulé simplement « Pour ma fille ». À ouvrir quand tu seras prête. Je me sentais enfin prête. Le premier fichier était une vidéo. Mon père, amaigri par la chimio mais les yeux toujours brillants, assis dans son bureau. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise 3 semaines avant sa mort. Sa voix était plus faible que dans mon souvenir, mais ses mots étaient d'acier. Sophie, si tu regardes ça, cela signifie que François Morin a montré son vrai visage. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger moi-même, mais je t'ai laissé les outils pour te protéger. Il a brandi un dossier. Tout ce qui est ici est sauvegardé à 3 endroits, l'ordinateur portable, un coffre-fort au Crédit Agricole, et chez mon avocat, Michel Reynaud, à Lyon. Ce qui a suivi, ce fut 20 minutes où mon père exposa méthodiquement l'histoire de François.
Son vrai nom était François Maurice Weber. Il menait la même arnaque depuis 20 ans dans cette région. Mon père avait retrouvé 11 victimes, enregistré leurs histoires et rassemblé les rapports de police. François n'était pas seulement un escroc, c'était un prédateur en série spécialisé dans les veuves avec enfants. Mais ensuite, mon père a révélé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Je ne l'ai pas confronté parce que j'avais besoin qu'il pense qu'il avait gagné. Tu vois, ma chérie, la police judiciaire surveille François depuis 5 ans. L'agente Sophie Chan m'a approché il y a 6 mois. Nous avons monté un dossier judiciaire. La vidéo continuait avec mon père expliquant le piège qu'il avait tendu. Le testament que François pensait avoir détruit? C'était un faux. Le vrai était déposé à Lyon, blindé et incassable. Les comptes de l'entreprise auxquels François avait accès étaient des comptes pièges avec des traceurs sur chaque transaction. Même la maison elle était dans une fiducie irrévocable qui s'activerait à mon 30e anniversaire ou sur preuve de la fraude de François, selon la première éventualité. Je savais que je ne serais pas là pour l'activer, a dit mon père, les larmes aux yeux, mais je savais que ma fille serait assez forte pour finir ce que j'avais commencé. Le fichier suivant était intitulé « Sophie Chan, contact PJ ». J'ai composé le numéro avec des mains tremblantes. Elle a répondu à la deuxième sonnerie comme si elle attendait depuis des années. Mademoiselle Chevalier, je me demandais quand vous appelleriez. Votre père a dit que vous sauriez quand le moment serait venu. Ce qui a suivi fut une conversation qui a tout changé. La secrétaire de François, celle avec qui il avait une liaison. C'était l'agente Chan, infiltrée depuis 3 ans. Elle n'avait pas de liaison, elle documentait tout. L'activité secondaire de vente de produits contrefaits? Elle était liée à un réseau de fraude internationale que la PJ traquait depuis une décennie. Nous attendions que François fasse son grand coup, a expliqué l'agent de CHAN, le procès contre vous? C'est ça. Il a maintenant commis une fraude électronique, une subornation de témoins et environ 15 autres délits. Nous intervenons demain matin. Mais mon père avait laissé une dernière surprise. Un dossier intitulé « Le réseau » contenait les coordonnées de toutes les victimes précédentes de François. Au cours de la semaine passée, pendant que je combattais la campagne de relations publiques de François, elle s'était organisée. Barbara du club de lecture les avait toutes connectées. Elles avaient formé un groupe de soutien aux victimes, engagé un avocat collectif et préparé une action civile massive. Le dernier fichier vidéo était court, enregistré la veille de l'entrée de mon père en soins palliatifs. Il était dans ma chambre d'enfant, assis sur mon lit, tenant l'ours en peluche qu'il m'avait donné quand j'avais 5 ans. Sophie, a-t-il dit, je veux que tu saches 3 choses. Premièrement, je suis fier de qui tu es devenu. Deuxièmement, ta mère aura besoin de temps pour guérir, mais elle se retrouvera. Sois patiente avec elle. Et troisièmement, il a souri de ce sourire malicieux qui m'avait tant manqué, la plus grande erreur de François a été de te sous-estimer. Il pense que tu n'es qu'une gentille agente de conformité. Il n'a aucune idée que tu tiens ton esprit combatif de tes 2 parents. Fais-lui vivre un enfer, ma chérie. Et ensuite, vis ta belle vie. La vidéo s'est terminée avec lui posant l'ours en peluche sur mon oreiller et murmurant « La justice n'est pas la vengeance. C'est l'équilibre. Rétablis l'équilibre, ma chère petite. » Le 30 décembre est arrivé avec un blizzard et une équipe d'intervention. L'arrestation a eu lieu à 6 heures du matin. La police judiciaire ne croit pas à la grasse matinée. François était en sous-vêtements. Béatrice hurlait à propos de ses droits. Et d'une manière ou d'une autre, Didier, le type des relations publiques, était là aussi, ayant passé la nuit à gérer la crise depuis le canapé de François. Tous les 3 ont été arrêtés, bien que Didier ait été libéré une fois qu'ils ont réalisé qu'il était juste catastrophiquement stupide, pas criminel. L'audience prévue ce matin-là est devenue tout autre chose. Le juge Fournier, qui s'était préparé à entendre le procès de François contre moi, s'est retrouvé à présider un gel d'urgence des avoirs. La PJ a présenté son cas avec le genre de précision qui a fait chanter mon cœur d'amoureuse de la conformité. L'agente Chan a témoigné. 3 ans de travail d'infiltration distillé en 2 heures de témoignages dévastateurs. Elle a tout documenté, le détournement de fonds, la fraude, le blanchiment d'argent, même les plans de François pour assassiner mon père en changeant ses médicaments, un plan qu'il n'avait abandonné que parce que mon père était déjà mourant. Richard Steiner a essayé de se retirer de l'affaire si vite qu'il a trébuché sur sa mallette. Mais le juge n'en avait pas fini avec lui. Il s'est avéré que Dorothée la parajuriste avait enregistré Richard en train de suborner sciemment des témoins.
Son inscription au barreau a été suspendue avant le déjeuner. Le réseau de victimes est apparu comme une armée vengeresse de perles et de chaussures sages. 14 femmes, toutes âgées de plus de 60 ans, racontant toutes la même histoire avec des noms et des dates différents. François avait volé plus de 2,7 millions d'euros en 20 ans. Les poursuites civiles à elles seules le détruiraient, mais ce sont les accusations criminelles qui comptaient vraiment. L'inspecteur des impôts qui a témoigné a même souri en lisant les chefs d'accusation, évasion fiscale, fraude fiscale, fausse déclaration. La liste a duré 20 minutes. François devait 1,3 million d'euros d'arriérés d'impôts, mais avec les pénalités et les intérêts, c'était plus proche de 2,8 millions. Ils avaient tout gelé, même les pièces de monnaie dans le porte-gobelet de sa voiture. Ma mère a témoigné pour valider les documents de la fiducie. Elle était calme, claire, et lorsqu'on l'a interrogée sur le caractère de François, elle a simplement dit « J'étais en deuil ». Il chassait. Toute la salle d'audience s'est tue. Mais le moment qui a complètement brisé François, c'est quand Béatrice a témoigné pour l'accusation. Face à ses propres accusations, elle avait retourné sa veste plus vite que ses entreprises en faillite. Elle a détaillé chaque arnaque, chaque mensonge, chaque crime dont elle avait été témoin. Elle a même produit des enregistrements qu'elle avait fait de François une assurance pour le jour où il se retournerait inévitablement contre elle. Le scorpion s'était piqué lui-même. La procureure, une femme nommée Jessica Traoré qui avait l'air de manger les avocats de la défense au petit déjeuner, a exposé toute l'étendue de l'affaire. Ce n'était pas seulement de la fraude, c'était du crime en bande organisée. François n'avait pas agi seul. Il faisait partie d'un réseau qui ciblait les veuves à travers le pays. Les produits de luxe contrefaits finançaient le terrorisme. Le blanchiment d'argent passait par 6 pays. François ne risquait pas seulement la prison, il risquait le genre de peine de prison habituellement réservé aux chefs du grand banditisme. À la fin de la journée, François s'était vu refuser la libération sous caution en raison du risque de fuite. Son passeport avait déjà été signalé quand il avait essayé de réserver un billet pour le Maroc ce matin-là. Chaque avoir était gelé. Chaque issue de secours était bloquée. L'homme qui m'avait poussé à terre était maintenant en train de tomber. Et contrairement à moi, personne n'allait l'aider à se relever. Le réveillon du Nouvel An est arrivé avec du champagne et de la justification. Le rassemblement familial avait lieu chez grand-mère cette fois. Elle a déclaré l'ancien lieu, souillé, par la présence de François, et personne ne contredisait grand-mère quand elle utilisait ce ton. L'atmosphère était surréaliste. Les mêmes personnes qui avaient regardé en silence François me pousser me traitaient maintenant comme une héroïne. Oncle Théo était devenu mon plus grand supporter, principalement parce que sa vidéo avait été optionnée pour un documentaire sur des crimes réels et qu'il était payé. Il a donné la moitié à une œuvre de charité, gardant le reste pour ce qu'il appelait son « fonds d'excuses », m'emmenant à des dîners très chers pour se faire pardonner d'avoir été un idiot. Juliette s'était révélée être une vraie cousine à travers tout cela. Elle avait passé la semaine à aider d'autres victimes à remplir des papiers, travaillant bénévolement car, comme elle le disait, voir François se faire détruire est un paiement suffisant. Elle avait même commencé à sortir avec le partenaire de l'agent Chan, un très gentil comptable de la PJ nommé David qui aimait les feuilles de calcul autant qu'elle aimait la justice. Ma mère est arrivée tôt pour aider à préparer. Elle suivait une thérapie depuis le 27 décembre, un programme intensif pour les victimes de manipulation à long terme. Elle avait l'air différente, non seulement plus heureuse, mais présente d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis une décennie. Elle avait recommencé à porter du rouge, la couleur préférée de mon père sur elle. Je dois m'excuser correctement, a-t-elle dit, pas à la pièce, mais directement à moi. Pas pour m'être fait avoir. Le deuil nous rend tous stupides. Mais pour avoir choisi le confort plutôt que le courage, pour l'avoir laissé éteindre ta lumière pour éviter de voir ma propre obscurité. Tu méritais une mère qui se battait pour toi. Au lieu de ça, tu as dû te battre pour nous deux. La pièce est devenue silencieuse, mais c'était un silence différent de celui de la veille de Noël. C'était du respect, de la reconnaissance, le genre de moment qui guérit les choses. Grand-mère s'est levée, levant sa coupe de champagne. L'année dernière, cette famille a laissé tomber Sophie une fois. Nous ne la laisserons plus tomber. Et nous n'oublierons pas que la justice n'est pas venue de nous, mais malgré nous. Puissions-nous mériter le pardon qu'elle nous montre en étant ici ce soir. À minuit pile, alors que les 12 coups sonnaient à la télévision, mon téléphone a reçu une notification. La fiducie s'était activée. L'entreprise familiale était officiellement à moi. La maison était à mon nom.
Chaque protection que mon père avait mise en place s'était déclenchée. C'était le 1er janvier. Nouvelle année, nouvelle vie, nouveau départ. François, pendant ce temps, passait son réveillon du Nouvel An en détention provisoire. Béatrice avait été libérée sous caution mais était en résidence surveillée dans une maison de transition. Ses rêves d'Instagram étaient remplacés par des travaux d'intérêt général imposés par le tribunal. Elle avait trouvé un emploi chez McDonald's. L'uniforme ne rendait pas bien en photo. Quelqu'un m'avait envoyé une photo de la célébration du Nouvel An du centre de détention. Apparemment, ils avaient eu du cidre de pommes pétillant et des biscuits rassis. François était assis seul dans un coin, portant de l'orange au lieu d'Armani. L'homme qui avait besoin d'être le centre de l'attention n'était plus que le détenu numéro 4 847 329. La meilleure partie ? Les producteurs du documentaire voulaient m'interviewer. Le titre provisoire était « Poussé à terre, relevé, une histoire de crime de Noël ». Ils offraient assez d'argent pour relancer le fonds de bourse que mon père avait créé avant de mourir. La chute de François financerait les rêves d'autres personnes. 6 mois plus tard, j'étais assise dans le bureau de mon père, maintenant vraiment le mien, me préparant pour l'audience de détermination de la peine de François. L'affaire avait été rapide et décisive. François avait plaidé coupable à 47 chefs d'accusation, espérant la clémence. Il ne l'obtiendrait pas. La juge, une femme nommée Patricia Hérault qui avait été l'une des clientes de mon père des années auparavant, ne cachait pas son dégoût. François a écopé de 25 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 15 ans. La salle d'audience a éclaté en applaudissements. Très inhabituel, mais la juge Hérault l'a permis, en disant, parfois, la justice mérite d'être reconnue. Béatrice avait eu 2 ans de probation et 3000 heures de travaux d'intérêt général. Elle était en fait devenue une employée décente chez McDonald's, obtenant même une promotion au poste de chef d'équipe. Son Instagram présentait maintenant des citations de motivation sur la rédemption et des photos d'elle passant la serpillière avec des légendes comme « des débuts modestes ». Le développement du caractère enfin. L'entreprise familiale ne s'était pas seulement remise, mais avait prospéré. Les employés, libérés de la gestion toxique de François, avaient augmenté la productivité de 40%. Nous avions regagné des contrats que François avait perdus, en avions obtenu de nouveaux grâce à la publicité, et j'avais instauré une participation aux bénéfices qui a fait que tout le monde s'est investi dans notre succès. Ma mère avait vendu la maison familiale souillée et acheté une plus petite près de la plage. Elle avait commencé à sortir avec le vieil ami de mon père, Michel, l'avocat de Lyon qui avait gardé le vrai testament en sécurité. Il n'avait rien à voir avec François calme, gentil, et il m'a demandé la permission avant de faire sa demande en mariage. Je la lui ai donnée avec joie. Le réseau des victimes était devenu une organisation à but non lucratif officiel, aidant les veuves à reconnaître et à échapper aux relations prédatrices. Barbara du club de lecture en était la présidente, et elles avaient déjà aidé des dizaines de femmes. Elle l'avait nommée la Fondation Sophie, ce qui me faisait pleurer chaque fois que je voyais le papier en tête. L'agente Chan Sophie, comme je l'appelais maintenant, était devenue une amie. L'affaire François lui avait valu une promotion et un poste d'enseignante à l'ENSP à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Elle utilisait son cas comme un exemple typique de la façon dont la cupidité et le narcissisme créent leur propre chute. François était devenu, littéralement, une histoire édifiante. Le documentaire avait été diffusé avec d'énormes audiences. Oncle Théo était devenu une célébrité mineure, donnant des conférences sur l'intervention des témoins et l'importance d'aider les membres de sa famille dans le besoin. Il a fait don de tous ses cachets de conférencier à des refuges pour victimes de violences domestiques et m'a acheté une voiture avec ses droits d'auteur de la vidéo, une belle Tesla bleue avec une plaque d'immatriculation qui disait « Replique ». Mais le meilleur moment est venu quand j'ai rendu visite à François en prison, non pas pour tourner la page ou pour pardonner, mais pour lui livrer quelque chose. Je lui ai tendu une seule photographie, la table du dîner de Noël, entièrement dressée, mon siège bien en évidence avec sa plaque de bronze indiquant « Le trône de Sophie ». Ce siège, lui ai-je dit, n'a jamais été une question de hiérarchie. C'était une question de famille reconnaissant la famille. Tu ne comprendras jamais cela parce que tu n'as jamais fait partie de la famille. Tu n'étais qu'un parasite qui a confondu la patience avec la faiblesse. Il a essayé de répondre, mais je m'éloignais déjà. Les gardiens m'ont dit plus tard qu'il avait fixé cette photo pendant des heures, comprenant enfin que sa seule bousculade lui avait tout coûté tout en me rendant tout ce qu'il avait essayé de voler. 1 an après cette bousculade de Noël, nous nous sommes de nouveau réunis pour les fêtes. La table était pleine,
plus pleine qu'auparavant, en fait. Sophie Chan est venue, ainsi que plusieurs femmes du réseau de victimes qui n'avaient nulle part où aller. Michel était là, répétant nerveusement son toast en tant que nouveau mari de ma mère. Même Béatrice avait été invitée, bien qu'elle ait choisi de faire du bénévolat dans un refuge pour sans-abri à la place, envoyant une carte sincèrement touchante. Grand-mère, maintenant âgée de 86 ans et plus vive que jamais, a levé son verre pour un toast. L'année dernière, nous avons appris que le silence face à l'injustice nous rend complices. Cette année, nous avons appris que la rédemption est possible pour ceux qui la cherchent. Et la justice, bien que parfois retardée, vaut la peine qu'on se batte pour elle. Alors que tout le monde trinquait, j'ai pensé aux mots de mon père, la justice n'est pas la vengeance. C'est l'équilibre. L'équilibre avait été rétabli. François m'avait poussé à terre devant 23 témoins silencieux. Il tombait maintenant pour 25 ans devant le monde entier. Et cette fois, personne ne restait silencieux sur ce qu'il méritait. On dit qu'il faut faire attention à qui on pousse à terre, il pourrait savoir comment se relever. Mais François a appris une leçon plus dure, faites attention à qui vous poussez à terre au dîner de Noël. Il pourrait avoir un père décédé qui avait prévu ce moment exact, une agente de la PJ comme fausse maîtresse, et une grand-mère qui a documenté vos crimes tout en faisant semblant d'être confuse avec son iPhone. Le prix d'une seule bousculade, tout ce que François avait manigancé, volé et construit sur des mensonges s'est effondré à cause d'un seul moment de cruauté. Il avait pensé pousser une faible belle-fille. Au lieu de cela, il avait poussé le premier domino de sa propre destruction. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner. Une nouvelle histoire arrive.